Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été investi candidat par son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la présidentielle d'octobre 2020. Et ce, à l'occasion d'un grand meeting au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Le président malien déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, doit être rétabli dans ses fonctions. Tel est le souhait de la CEDEAO, qui a consacré un sommet extraordinaire au coup d'État survenu mardi dans le pays. La CEDEAO qui affiche tout de même quelques divergences. Et puis la Somalie, où après des jours de tractation, le gouvernement et les partis politiques se sont accordés sur le mode de scrutin pour les élections à venir. C'est le suffrage universel indirect qui a été retenu pour les échéances électorales de 2020 et 2021. Le président ivoirien Alassane Ouattara, officiellement investi par son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État sortant a été investi ce samedi lors d'un grand meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Un meeting où des milliers de partisans se sont amassés en dépit de la suspension par les autorités des manifestations publiques jusqu'au 15 septembre. Aussitôt investi, le président Alassane Ouattara s'est adressé à ses partisans, réaffirmant le caractère constitutionnel de sa candidature à un troisième mandat. Chers frères, chères sœurs, certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature, avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. La Première République a été celle du président Félix Houphouët-Boigny. La Deuxième République a été installée à l'issue d'un coup d'État militaire. Et j'ai voulu effacer ce souvenir de nos concitoyens en instituant la Troisième République. La Troisième République a été conçue et proposée à nos concitoyens par votre serviteur, le président Alassane Dramane Ouattara. Donc qui peut oser dire qu'il connaît cette constitution mieux que moi? Personne. Et vous pouvez me faire, j'ai toujours été honnête dans ma vie et cette constitution, je l'ai faite dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne pourront pas prendre part au jeu électoral. La commission électorale indépendante a en effet rejeté ce vendredi les recours déposés par ces derniers suite à leur radiation des listes électorales. S'ils veulent récupérer leurs droits civiques et ainsi pouvoir voter, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont 2 jours pour saisir la justice. Justice qui à son tour aura 5 jours pour statuer sur leur requête. Après avoir fermé ses frontières au Mali, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est réunie de manière virtuelle, Covid-19 oblige, en sommet extraordinaire. Un sommet à l'issue duquel l'institution s'est exprimée en faveur d'un rétablissement du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, dans ses fonctions. Amenedji. Suite au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta par la junte militaire malienne, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demandent qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Décision prise lors d'une session extraordinaire consacrée à la situation sociopolitique du pays par visioconférence. Les présidents rappellent aux militaires putschistes que leur responsabilité est engagé sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels qui ont été arrêtés. Les chefs d'État tiennent à dire fermement qu'ils dénient catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires putschistes et exigent le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel.
Fermeture des frontières, arrêt de tous les flux et transactions économiques à destination du Mali, suspension de tous les organes de décision de la CEDEAO, autant de sanctions émises à l'encontre du pays, invité à rétablir l'ordre constitutionnel après la prise de pouvoir par la force. Le coup de force contre un président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l'avons fermement condamné. Il nous faut agir avec responsabilité et célérité afin d'éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique. Évaluant l'ampleur et les revers des mesures en cours d'exécution, le président Patrice Talon du Bénin plaide pour un assouplissement en vue de sauvegarder la diplomatie de la communauté pour une stabilité sous-régionale. Si la CEDEAO souhaite le rétablissement de l'ancien président, à Bamako, la capitale malienne, des milliers de citoyens ont répondu à l'appel du M5 RFP pour célébrer la victoire du peuple malien. Après avoir battu le pavé pendant des semaines, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, a obtenu gain de cause avec la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta. Notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari, nous en dit plus. Dans un communiqué, le M5 RFP a annoncé son intention de tenir un grand rassemblement patriotique ce 21 août pour rendre hommage au peuple malien pour sa lutte héroïque. Il prend également acte de l'engagement du Comité national pour le salut du peuple CNSP qui tient désormais les rênes du pouvoir d'ouvrir une transition politique. Le M5 RFP demeure profondément attaché à la démocratie comme mode d'évolution et d'exercice du pouvoir et entreprendra toutes les initiatives, ce à travers l'ouverture d'une transition républicaine et l'élaboration d'une feuille de route dont le contenu sera convenu avec le Comité national pour le salut du peuple CNSP et toutes les forces vives du pays. Face aux sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres acteurs de la communauté internationale, le M5 RFP invite ces institutions à mieux appréhender la situation au Mali en dehors des questions de sanctions et à soutenir le peuple malien dans sa quête de paix et de démocratie véritable. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CEDEAO. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. La CEDEAO a été bien informé de toute la faillite du système qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ils sont prêts à sanctionner l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main. Que la CEDEAO sache qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, et qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés. Nous, on n'est pas au Covid-20. Le Covid-19, on n'a pas la solution, mais la CEDEAO, c'est le Covid-20. Ce communiqué de l'opposition intervient alors que le comité a fait savoir son intention de travailler avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition apaisée à travers des élections libres et transparentes, acceptées de tous. Dans l'actualité également, nouveau report du procès de Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. L'audience a été reprogrammée au 18 septembre. Si les raisons de ce nouveau report n'ont pas encore été officialisées, la procédure n'aurait pas été respectée. Toutes les parties n'ont en effet pas été notifiées de l'audience. Directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe a pour rappel été condamné en première instance le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés. Condamnation qui est contestée par ses sympathisants qui évoquent une justice à deux vitesses. Si en Afrique, le scrutin direct est sollicité pour les élections, en Somalie, les citoyens vont devoir attendre pour pouvoir s'exprimer directement dans les urnes. Le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, et plusieurs leaders politiques du pays sont en effet parvenus à un accord sur le modèle électoral du pays. Les scrutins prévus en fin 2020 et 2021 se feront avec les caucus de circonscription. Les détails avec Corinne Kamsueone.
Les Somaliens devront encore attendre pour participer à une élection sur le modèle « Une personne, un vote ». À l'issue d'un sommet qui s'est tenu dans l'état de Galmudug le jeudi 20 août, le président Mohamed Abdullahi Mohamed et plusieurs leaders politiques du pays ont convenu du modèle électoral pour les prochains scrutins présidentiels et législatifs qui se tiendront en fin 2020 et début 2021. Le modèle électoral arrêté repose sur les caucus de circonscription composés chacun de 301 délégués. Ce soir, à Dousamareb, j'ai conclu un accord sur les élections avec les États membres fédéraux et la région de Benadir qui, je l'espère, conduira le pays à des élections justes et opportunes. Je lance une invitation fraternelle à ceux qui ne se sont pas encore joints à nous. Les dernières élections sur le modèle du suffrage universel direct ont eu lieu en Somalie en 1969. Pour les scrutins à venir, le gouvernement s'était engagé à réintégrer ce modèle pour marquer les avancées démocratiques. Cependant, selon la Commission électorale nationale indépendante, les délais requis pour sa mise en œuvre sont courts. Il a donc fallu choisir entre le report des élections et le maintien des dates avec un modèle de vote qui ne fait plus l'unanimité. En fin de compte, les acteurs politiques ont définitivement scellé la division de la Grande Somalie. Car je vois très mal les Somalilandais accepter de remettre en cause le suffrage universel durement acquis. Suivant l'accord de Galmudug, chaque État fédéral aura au moins 3 caucus. Chaque caucus de 301 délégués va élire un député qui obtiendra un siège au Parlement. Ces députés éliront à leur tour un président. À la base, les délégués seront nommés conjointement par les organes électoraux nationaux et fédéraux. En Ouganda, Bobi Wine a officiellement été désigné candidat de son parti. Chanteur devenu député, Robert Kyanguliani Sentamu, de son vrai nom, arborera les couleurs de la plateforme Unité Nationale lors de la présidentielle de 2021. Une échéance électorale durant laquelle il affrontera le président sortant Yoweri Museveni, qui, âgé de 76 ans, a fait modifier la Constitution à 2 reprises afin de pouvoir briguer un 6e mandat. 1960-2020, comme 16 autres pays d'Afrique subsaharienne, le Congo a célébré cette année le 60e de son indépendance. 60 années de marche vers la démocratie, non sans difficulté, un douloureux cheminement vers la souveraineté nationale, comme nous l'explique Gladys Mwamba. Maintenant 60 ans que le Congo est un pays indépendant, mais quel est son cheminement sur la route de la démocratie ? Le Congo a souvent été à l'avant-garde des grands mouvements en Afrique et pour preuve, la Grande Révolution de 1963 était la première de cette ampleur sur le continent africain. Si on ne parle pas de la proclamation de l'indépendance en tant qu'événement majeur, je crois qu'on retiendra des événements de 63 appelés 3 glorieuses. C'était quand même des changements importants qui se sont produits. 3 jours d'émeutes populaires, les 13, 14 et 15 août 1963, qui provoqueront la chute du premier président Fulbert Yulu. Les multiples assassinats, notamment ceux du président Marian Gwabi et de l'ex-président Alphonse Samba Deba en 1977, ont mis en péril le cheminement du Congo vers la démocratie tant espérée. À son arrivée au pouvoir, 2 ans plus tard, en 1979, le colonel Denis Sassou Nguesso se présente comme un dirigeant plein d'ambition. La première priorité, c'était remettre le pays dans sa marche normale à travers des institutions. Il fallait faire fonctionner le gouvernement, faire que le pays ait une assemblée et faire que l'économie du pays reparte parce que, on l'oublie souvent, il y avait une crise sévère qui frappait le pays. L'ouverture au multipartisme actée en 1990, la conférence nationale à Brazzaville 1 an plus tard et les autres conférences nationales qui suivront sont tant d'éléments qui ont pour but d'orienter le pays vers la souveraineté du peuple,
Mais le Congo basculera dans une guerre civile entre milices en 1997 et fera des milliers de morts. Le début des années 2000 marquera un tournant dans le climat socio-politique du pays, avec l'apaisement des rivalités et des divisions politiques. La souveraineté populaire est aujourd'hui contestée par bon nombre de détracteurs qui dénoncent un manque d'alternance politique à la tête du pays, ainsi que des détentions jugées arbitraires de certains opposants. Dans le reste de l'actualité, la ville camerounaise de Douala en proie à des inondations. Ce vendredi, de fortes quantités d'eau sont tombées sur la capitale économique camerounaise, laissant près de 900 familles sans abri. Un désastre qui, selon le gouverneur du littoral, n'a pas été observé dans la région depuis 20 ans et la situation ne risque pas de s'améliorer. Les prévisions météo annoncent en effet des précipitations jusqu'à la fin du mois d'août. Ainsi, pour amoindrir l'impact de ces inondations sur les populations, un comité d'urgence devrait prochainement être mis en place. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.